Vous le savez peut-être, mais j'ai repris le développement de jeux vidéo récemment sur mon temps libre en mode projet passion. C'est-à-dire que je suis passé d'une meuf qui tentait de faire ça pour en vivre à une meuf qui fait ça quand elle a le temps et pour son kiff personnel. J'ai un petit peu expliqué en long, en large et en travers c'était quoi les tenants et les aboutissants de ce projet et qu'est-ce que je comptais faire. Voilà, je vous ai déjà dit c'était quoi, c'était le style de jeu, l'univers, ce genre de truc. On a déjà un peu parlé de tout ça. Je vous ai dit que je comptais pas bosser dessus toute seule éternellement, voilà, parce que je vais pas me taper tous les modèles 3D un par un. Genre, j'ai un peu la flemme. Je compte aussi acheter des assets. Hein. Je vais pas vous mentir, je compte aussi acheter des assets sur le store pour pouvoir créer mes level design et mes décors et ce genre de trucs. Voilà, c'est un projet que je qualifierais de relativement chill et même un peu paresseux sur certains trucs. Mais en fait, ce qui est super cool quand tu fais des projets, on va dire, entre grosses guillemets, un peu paresseux, c'est que tu es obligé de bien réfléchir en amont à ce que tu vas faire pour faire en sorte que ça se fasse le plus facilement possible. Parce que quand t'as pas beaucoup de temps, eh ben, tu l'économises ton temps. Et moi, en l'occurrence, j'ai pas beaucoup de temps à accorder à ce projet, même si ça me tient vraiment à cœur. C'est ce que je faisais avant de faire du stream. Voilà, j'étais dev de jeux vidéo. Et du coup, j'ai recommencé à faire un dungeon crawler du nom de Mecha Dino Magic Alien. Et du coup, ce dungeon crawler, déjà, petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, qu'est-ce que c'est un dungeon crawler? Un dungeon crawler, c'est un style assez old school qui précède le FPS. C'est les jeux où tu vois la première personne et tu vois dans les yeux du personnage et tu tires sur des gens. Mais pas que, hein, ça peut aussi être genre dans Skyrim. Dans Skyrim, t'es en vue FPS, on dit aussi, genre t'es dans les yeux du personnage. Et c'est un peu ce qu'il y avait avant ça. Avant qu'on soit capable de faire de la 3D, avant qu'on soit capable de faire des trucs un peu correctement, il y avait des dungeon crawlers. Comment ça fonctionne un dungeon crawler? Un dungeon crawler, c'est comme un petit peu les vieux Zelda. Genre, tu te déplaces de case en case. Tu as des grilles qui te permettent de te déplacer, voilà, concrètement, d'une case à une autre. Tu peux passer voilà, de droite à gauche, passer de devant, derrière, ce genre de choses-là. Doom, c'est un FPS, c'est un des premiers vrais FPS avec Wolfenstein. Mais concrètement, du coup, voilà, on peut se balader de case en case, comme dans les vieux jeux, comme dans les vieux jeux Pokémon, où tu te déplaces littéralement voilà, sur un quadrillage. Ce qui, d'un point de vue optimisation et plein d'autres trucs, est vachement bien. Hein. Ça, j'ai déjà un peu expliqué pourquoi. Est-ce que ça a économisé énormément de puissance de travailler sur un monde qui est, on va dire, discrétisé, c'est-à-dire qui possède des points uniques plutôt qu'une infinité d'endroits où tu peux être. Ça permet de faire pas mal d'optimisation et ça permet aussi de faciliter énormément un truc qu'on néglige un peu quand on réfléchit à la technique, à savoir le game design. Et ça, c'est l'avantage quand tu es à la fois game designer, artiste et développeuse, c'est que du coup, bah, tu arrives quand même à bien faire, comment dire, les trois en cohérence pour te faciliter la vie dans les trois trucs. Et ça, c'est un petit peu l'avantage d'avoir toutes les casquettes. C'est ça, je me fais chier avec quasi aucune collision. Il y aura quand même un système de collision qui arrivera plus tard avec les armes à distance, mais de base, du coup, il n'y a pas vraiment de collision. Toute la logique, elle est gérée à l'intérieur de ces grilles. Genre, par exemple, si tu tapes en face de toi, je vais pas lancer une box de collision pour détecter s'il y a un ennemi. Je vais regarder dans les données si, sur cette case-là, il y a un ennemi. Ce qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'efforts à l'ordinateur. Mais déjà, voilà, aujourd'hui, on va parler un peu de technique. Bon, je sais qu'il y a plein de gens qui comprennent vraiment pas grand-chose à ça. Donc, on va clarifier un petit peu, genre, dans les très grosses lignes, les bases de la philosophie de développement sur Unreal. Parce qu'en fait, c'est pas pareil de développer par exemple sur un logiciel comme Unreal ou comme sur par exemple Unity que de développer sur comment dire genre Godot par exemple qui va pas être structuré du tout de la même façon, genre vraiment pas de la même façon, même si c'est très bien Godot. Moi j'aime beaucoup Godot, y a pas de problème avec ça, tu vois. Pour le coup, ça fonctionne en ce qu'on va appeler de l'orienté objet. Et alors, promis, je vais expliquer ça avec du pipi. Je sais que c'est toujours plus facile pour vous de regarder ça avec du pipi, donc on va faire ça avec du pipi, ça va être super. Comment ça marche? Alors déjà de base, quand tu rentres dans un projet Unreal, généralement vide, t'as rien dedans. Genre, t'as rien dedans. Donc par exemple, t'as un machin qui s'appelle ton Content Browser. Le Content Browser, c'est le truc que t'as tout en bas là, qui te permet de voir en gros tous les trucs que t'as rajoutés dans ton jeu. Mais à la base, ça c'est complètement vide. Et du coup, tu peux rajouter des trucs. Tu peux rajouter par exemple des modèles 3D. Les modèles qui bougent pas, on appelle ça des static mesh. Les modèles qui bougent, on va appeler ça des skeletal mesh. Au passage, moi je code sur Unreal 4 parce que j'ai pas du tout besoin des fonctionnalités du Unreal 5 et qu'il est très stable et beaucoup mieux optimisé. Donc, ça c'est le content browser. Donc tu peux racheter ça, tu peux rajouter d'autres trucs à l'intérieur, genre des matériaux.
Voilà, par exemple, ça c'est une de mes autres spécialités pour le coup, la création de shaders, la création de trucs qui se posent sur des surfaces, ce genre de trucs, tu vois. Non, j'ai certainement pas besoin de Lumen et encore moins comment ça s'appelle, les nanites, je sais pas quoi là. J'ai besoin de rien de tout ça, hein. Moi j'ai besoin de Unreal 4 et c'est super. Et tout est déjà documenté sur Unreal 4, c'est vraiment très très bien. Tu peux racheter d'autres trucs à l'intérieur. Bon, par exemple, on peut avoir des maps. Donc là, par exemple, on est sur la map de gameplay. C'est-à-dire qu'ici, c'est la map où je fais mes tests en termes de gameplay. On a une map qui s'appelle Diorama, qui sert à montrer un petit peu c'est quoi plutôt le mood sur le plan, on va dire, visuel du jeu. Donc ça met un peu de temps à se charger. C'est le truc que je vous avais déjà montré pour le coup. Parce qu'en fait, c'est un vieux projet que j'ai décidé de ressusciter, hein. C'est-à-dire qu'il y a déjà des trucs qui sont faits, mais je suis reparti de zéro en termes de code. Par contre, je suis pas reparti de zéro sur la totalité du truc. Genre, par exemple, visuellement parlant, je vais récupérer pas mal de trucs que j'ai déjà fait, à savoir notamment mes shaders, ma gestion du jour et de la nuit, parce que j'ai fait ce qu'on appelle une Sky Sphere, une custom Sky Sphere, qui fonctionne déjà très très bien. Donc je vais la garder concrètement. Et voilà, c'était censé ressembler un peu à ça, c'est toujours censé ressembler un peu à ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un prototype visuel. Donc ça ne marche pas. Là, si tu lances le jeu, je peux pas me balader dans ces environnements-là. C'est juste purement un prototype visuel. Voilà. Elle est belle l'eau. Et bah merci parce que ça, je l'ai vraiment faite moi-même. Entièrement moi-même. J'en suis particulièrement fier. Pour le coup, j'ai acheté une bibliothèque de bruit 2D et je l'ai programmé moi-même. Et j'ai même fait moi-même cette magnifique chute d'eau qui est magnifique. Genre, c'est trop beau, d'accord, tout le monde. Et tout comme les flammes. C'est moi qui ai fait moi-même les flammes. Pour le coup, j'ai pas acheté d'assets de flammes. J'ai tout fait moi-même. C'est vraiment du DIY. Ça, c'est les trucs que j'aime bien faire moi-même. Genre, sur les trucs visuels, je déteste faire des modèles en 3D. Mais alors, des effets spéciaux et des shaders, ça c'est le kiff. Ça, c'est vraiment le kiff. Pouvoir créer moi-même la façon dont l'eau se reflète pour que ça ait un rendu PlayStation 2. Parce que l'objectif, c'est d'avoir un rendu PlayStation 2. Je vais pas vous mentir. Voire même Loki PS1 par moment. Mais voilà. D'ailleurs, mon système de flotte fonctionne de façon un peu automatisée. J'en suis un peu contente. Genre, quand les bordures là, comme ça, c'est moi qui les ai faites aussi. Les petites vaguelettes là. Et oui. Et ça, c'est littéralement mes études. Pour le coup, c'est vraiment mes études. Moi, j'ai un diplôme d'ingénieur en traitement du signal. Et pour le coup, gérer ce genre de truc, c'est vraiment mes études. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, je pense que je vous ferai un devlog spécial sur les shaders, les visuels et comment ça fonctionne tout ça plus tard. Voilà, juste pour que vous puissiez zioter un petit peu à quoi ressemble mon prototype visuel. Maintenant, on va retourner sur le prototype de design, le prototype de gameplay à proprement parler, et on va surtout parler de ça aujourd'hui. Et donc, comment ça marche ensuite? Voilà, je vous ai dit, on peut rajouter des trucs visuels, on peut rajouter des niveaux, on peut rajouter, voilà, genre par exemple des materials, c'est un concept un peu plus compliqué que juste de la matière, les gens, on en parlera plus tard. On peut rajouter plein de trucs, mais surtout, le truc le plus important qu'on peut rajouter, c'est du code. Alors, on est quand même là pour faire de la programmation de jeux vidéo à la base. Le dev se définit aussi quand même pas mal par le code, hein, concrètement. Et alors, comment ça marche? Dans Unreal, il y a deux systèmes complémentaires, à savoir le C++. C'est juste genre le langage de programmation de Unreal. C'est en C++. Voilà, c'est un langage universel. Enfin, plein de gens l'utilisent. Plein d'autres gens, que des gens qui font des jeux vidéo l'utilisent. Et un autre système qui s'appelle le système de Blueprint, qui pour le coup est beaucoup plus visuel. C'est de la programmation visuelle. Mais c'est pas deux systèmes qui se veulent être en concurrence l'un avec l'autre. Même si, de fait, c'est quand même pas mal arrivé que des gens disent soit je fais ça dans l'un, soit je fais ça dans l'autre. En vérité, le meilleur moyen de développer sur Unreal Engine, c'est de faire un peu des deux. C'est-à-dire que la meilleure pipeline possible, c'est de faire des classes, genre en C++, et ensuite d'en faire des enfants qui, eux, seront des blueprints que tu pourras modifier dans Unreal. Mais justement, je vais expliquer ça un peu plus en profondeur. C'est quoi des classes? C'est quoi l'orienté objet? Je suis pas une experte. Je suis pas une experte. Je pense que dans le chat, il y a des gens qui sont beaucoup plus experts que moi autour de ces questions de programmation, de code, de dev, tous ces trucs-là. Mais concrètement, en fait, le C++, c'est un langage de programmation qui permet de faire de l'orienté objet et de faire de la programmation traditionnelle classique en C. C'est-à-dire que c'est juste le langage du C, le C qui est un langage très fondamental, avec plein de shit liés à de l'orienté objet. C'est quoi l'orienté objet? L'orienté objet, l'idée, c'est de dire que en gros, tu vas créer ce qu'on appelle des classes, et une classe, c'est un objet virtuel qui possède
certains paramètres et de la logique interne. En gros, à l'intérieur, tu peux avoir, par exemple, des variables qui vont, par exemple, tu vois, on va faire une classe qui va servir à gérer, par exemple, les points de vie d'un personnage. Mieux, une classe qui sert à gérer le niveau de pipi d'un personnage. Dedans, tu vas mettre plusieurs variables. Tu vas mettre une variable qui peut changer. Donc, par exemple, la quantité de pipi dans tes couilles. Ensuite, tu peux avoir, du coup, la quantité maximum de pipi dans les couilles. Ça, du coup, ça sera une autre variable. Cette fois-ci, qui bougera pas. C'est plus une constante. Tu peux avoir, genre, le délai maximum entre deux pipis qui va être pris en compte. Tu vas avoir à l'intérieur, du coup, toute cette logique-là, entre autres, si tu veux. Et ensuite, tu vas aussi avoir de la logique à l'intérieur, des fonctions qui sont à l'intérieur de ton objet qui permettent de gérer le pipi, comme par exemple une fonction qui sert à connaître le niveau de pipi. Parce que de base, la variable quantité de pipi, tu évites de l'exposer publiquement. Tu fais en sorte d'avoir plutôt une fonction qui permet d'y accéder. C'est-à-dire qu'une fois que tu as cet objet qui est défini, quand quelqu'un aura besoin de connaître le niveau de pipi, il va demander la fonction get pipi level. Voilà, entre autres. Oui, on peut avoir le débit de pipi aussi, par exemple, dans les variables. Et puis ensuite, du coup, tu gères plein de fonctions comme ça qui vont servir à gérer toutes ces différentes variables. Genre, par exemple, tu pourras faire une fonction genre qui permet d'enlever du pipi ou d'en rajouter. Donc, c'est une fonction qui va tout bêtement, genre, prendre la quantité de pipi qu'il y a déjà et enlever du pipi. Si tu arrives à un nombre négatif, ça va crampe à 0. Et celle qui rajoute du pipi dans les couilles va rajouter du pipi jusqu'à un certain maximum. Et ensuite, il y aura un certain maximum. Ça, c'est des exemples ultra basiques de faire une programmation, du coup, orientée objet. Et du coup, ça fait que pour chacun de tes différents personnages, ils vont tous avoir une instance de la classe pipi. Et du coup, ils pourront tous appeler ces différentes fonctions pour pouvoir accéder à cette logique, pour pouvoir accéder à ces différentes variables. Et dans Unreal Engine, il y a plusieurs niveaux de classes. Pour faire très simple, la classe une des classes les plus fondamentales à comprendre, c'est la classe d'acteur. Un acteur, concrètement, ça veut juste dire un objet que tu peux mettre dans le monde. Concrètement, ce qui définit un acteur, c'est le fait d'avoir une position dans le monde en 3D de Unreal. Voilà, un acteur, ça peut être n'importe quoi, même un truc qui est complètement invisible, mais il est quelque part. La principale propriété d'un acteur, c'est qu'il a une position, concrètement, c'est qu'il existe dans le monde. Mais il existe aussi des trucs qui n'ont pas de position, qui sont pas des acteurs. Genre, par exemple, tu peux créer dans Unreal ce qu'on appelle des world subsystems. Les world subsystems, ils sont présents nulle part dans l'interface. C'est juste de la logique pure qui est appliquée sur tous les levels et qui est accessible d'un peu n'importe où, quoi, concrètement. Donc il y a plusieurs niveaux. Le niveau acteur, c'est le niveau de base. Et ensuite, ce que je voulais te préciser sur l'orienté objet, et qui est absolument fondamental pour comprendre pourquoi est-ce qu'on programme de cette façon-là, c'est que genre les différentes classes peuvent avoir des enfants et des parents. Genre, par exemple, la classe pipi, c'est pas le meilleur exemple. Je vais pas vous mentir. Mais voilà, imaginons. Attendez, je cherche des trucs par rapport au pipi, mais c'est pas facile là pour le coup. Généralement, on fait plus ça avec genre des animaux, tu vois. Genre, moi, la façon dont on me l'a expliqué. Bon, là, j'arrive pas à trouver avec le pipi les gens, donc on va faire autrement. Mais concrètement, genre, imagine. Ah, si, c'est bon, j'ai trouvé. Imaginez, on crée une classe pour faire, en règle générale, des toilettes. Et du coup, elles ont une logique pour faire en gros de la gestion de toilettes, peu importe le type de toilette que tu vas faire. Ça va être ta classe de laquelle tu vas partir. Cette classe-là, elle va avoir un parent, ça va être le parent meuble. Tu vas d'abord faire une classe meuble, ensuite tu vas faire une classe pour les toilettes, qui sera un héritier de la classe meuble. Donc elle va récupérer toute la logique de la classe meuble et rajouter la logique toilette par-dessus. Et ensuite, pour chacun des différents types de toilettes que tu vas avoir, tu vas pouvoir créer des enfants différents de cette classe-là. Petit dessin d'explication. Genre, tu pars d'un truc qui sera, genre, par exemple, ici, actor. Donc, genre, c'est-à-dire que ça existe quelque part. Tu vas créer un truc qui va s'appeler meuble, qui, lui, pour le coup, genre, hérite de toute la logique de acteur, mais rajoute la logique de qu'est-ce que c'est un meuble. Ça veut dire que ça a des collisions, tu peux rentrer dedans, tu peux t'écraser un orteil à l'intérieur, ce genre de choses.
Tu pars ensuite, du coup, vers un acteur qu'on va appeler toilette. Donc là, tu rajoutes des logiques qui vont permettre de tirer la chasse, par exemple. Donc tu vas avoir genre, ouais, tirer la... Donc toi, tu vois, tu vas rajouter ici les collisions. Tu vas rajouter le mesh. Le mesh, du coup, ça veut dire genre le modèle 3D. Enfin, tous ces trucs-là. Tu crées une liste de machins que tu rajoutes à chaque fois. Sur la toilette, tu vas rajouter, par exemple, la gestion du papier chiotte. S'il y en a du papier chiotte, tous ces trucs-là, tu vois. Tu vas rajouter, par exemple, le fait de tirer la chasse, qui sera une fonction, tu vois. Genre, je sais plus comment on dit tirer la chasse en anglais, genre flush, parenthèse, parenthèse, quelque chose comme ça. Et tu rajoutes de la logique. Ensuite, vu qu'il y a plusieurs types de toilettes qui ont des logiques vraiment différentes, bah, tu rajoutes ici, par exemple, l'urinoir. Ensuite, tu rajoutes, genre, comment est-ce qu'on appelle ça, la cuvette. Enfin, les trucs en mode cuvette classique. Ensuite, tu rajoutes les cuvettes privées, genre les cuvettes que tu as chez toi dans ta maison, et tu les distingues des publics, genre les toilettes qui sont dehors. Tu rajoutes, je sais pas moi, par exemple, la tombe de Jean-Marie Le Pen. Tu peux rajouter quoi d'autre? Ouais, les toilettes japonaises. Enfin voilà, vous pouvez faire dériver toutes vos différentes types de chiottes depuis cette première classe chiotte. Et elles auront du coup toutes des caractéristiques différentes et une logique interne qui sera différente. Et en gros, c'est des logiques qui s'héritent comme ça de proche en proche. Et donc, moi, ce que j'ai fait concrètement, pour revenir un petit peu à mon projet, on a du coup ici des grilles qui sont définies comme étant des grilles. C'est-à-dire que voilà, pour expliquer rapidement comment ça marche, l'acteur gris, il est en plusieurs étapes. C'est-à-dire que ce qui va définir la grille, les données de la grille directement, c'est ce truc-là, cette espèce de bouton qui est juste là, qui s'appelle un grid chunk. En gros, le grid chunk, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détecter s'il y a des grid tiles, enfin j'appelle ça des paint actors, qui servent, eux, pour le coup, à définir les données que la grille, elle va détecter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces paint actors ne seront pas là dans le jeu final. Ils ne servent qu'à définir les données lorsque tu es en train de construire le level design, mais à la toute fin, ça disparaît. Genre, le modèle 3D et la logique de ces trucs-là n'est même pas présent dans le jeu final, parce que ça ne sert que lorsque tu es éditeur et que tu veux fabriquer des level design. Une fois que ça c'est fait, la grille, elle va choper les données et elle aura plus jamais besoin de faire référence à ces acteurs-là. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est déjà un truc un peu d'optimisation. C'est que la façon dont ça fonctionne, c'est que tu vas créer un truc comme ça, t'en crées une, genre clac, 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 clac. Là, vous pouvez voir que ça crée des petits carrés de détection. Ça, pour le coup, on peut les augmenter, tu vois. Genre, par exemple, je peux augmenter la taille, je peux la mettre en plus large, ma grille. Voilà, elle sera plus large comme ça. Et ensuite, je fous les paint actors à les endroits qui correspondent aux différents carrés. Et ça me permettra, du coup, derrière, de définir tous les différents trucs. Genre là, par exemple, je sais pas pourquoi c'est un peu buggé. Si jamais, vous voyez, j'écris, j'ai un petit truc logique sur le côté là qui s'appelle Bake Grid et que je l'applique, ça va détecter tous les paint actors et ça va les mettre. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui dit que ça s'appelait un placeholder, c'est pas tout à fait juste parce qu'un placeholder a pour vocation d'être remplacé là où pour le coup ces trucs-là n'ont absolument pas vocation à être remplacés. Ça va vraiment juste complètement disparaître. Parce que comprenez comment ça fonctionne dans mon jeu. Tout est orienté autour de grosses données qui sont des matrices. Et justement, là, on va revenir à du coup, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un grid chunk? Qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur de ce truc-là concrètement? Genre, c'est plus du debug. Voilà, exactement. C'est plus du debug, voire du design directement. Concrètement, à l'intérieur de mon chunk, du coup, on appelle ça des chunks, comme dans Minecraft, il y a du coup que des données. Il y a un gros tableau de données qui est organisé en un array. Alors, pour faire simple, on a plusieurs possibilités dans ce genre de situation. Là, vous pouvez voir que j'ai besoin d'avoir des coordonnées. Genre, par exemple, les chiffres qui sont sur les cases correspondent à des coordonnées. Si tu vas vers la droite, ça augmente les coordonnées qui sont sur la droite. Si tu vas vers le haut ou le bas, ça augmente les coordonnées qui sont sur la gauche. Vous voyez, c'est logique. Du coup, sur la ligne du bas, ça fait 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7. Et au-dessus, ça va être l'inverse. 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Et ensuite, si tu pars en diagonale, ça fait 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, etc. Donc, pour gérer ces coordonnées-là, il y a plusieurs façons de faire ça, concrètement.
il y a par exemple la méthode, on va dire, la plus basique, c'est de partir d'un dictionnaire. Un dictionnaire, par exemple, du coup, ça va être un truc comme ça. Où en gros, tu vas associer une paire comment dire, une paire de coordonnées avec les données d'une case. Du coup, tu vas faire un truc comme ça, par exemple. Genre, tu vas faire en sorte que chaque paire de données, comme ça, par exemple, soit associée à, on va appeler ça une tile, qui, elle, possède du coup plein de paramètres, à savoir, justement, la position dans le IRL, enfin, dans le monde. Elle va posséder, par exemple, genre, est-ce que c'est un mur? Genre, is wall, is ceci. Tu vois, il y aura toutes les données de la tile à l'intérieur. Et du coup, tu vas faire ça pour chaque jeu de coordonnées. Tu vas lui associer une tile. Ça, c'est la méthode la plus bourrine et la moins optimale. Une autre méthode, parce qu'en fait, l'avantage d'un dictionnaire, c'est que tu peux rajouter et retirer de façon très simple des différents jeux de coordonnées. Tu peux modifier les données de façon très très flexible. Mais moi, j'ai ce qu'on appelle, comme évidemment, des grilles qui ne bougent pas. Ça se modifie jamais. Donc une fois qu'elles sont faites, ça ne change jamais rien. Donc, non, si vous avez fait un peu des maths, vous savez que la logique voudrait que je fasse du coup juste, au lieu d'avoir un dictionnaire, une matrice. Donc, à savoir ce qu'on appellerait communément une double liste, à savoir un tableau. C'est-à-dire que, en gros, une liste, c'est un endroit où il y a plein d'objets, tu vois, dedans. Genre, par exemple, la première tile, la seconde tile, la troisième tile. Bon, bah, tu vois qu'au sein de cette liste-là, les coordonnées, ça va être... attendez, changement de couleur. Ça va être 0, 1 et 2. Ensuite, chacune de ces listes-là, tu la mets dans une autre liste, encore plus grosse, et du coup, tu vas faire, genre ici, tu vas avoir tile 4, tile 5, tile 6, etc., 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 qui auront du coup, elles, pour coordonnées locales, des coordonnées qui sont égales à, du coup, bah, pareil, 0, 1, 2. Et du coup, chacune de ces listes, tu vas lui donner aussi une coordonnée qui va être 0, 1. Et du coup, là, vous pouvez voir qu'on peut créer un jeu de coordonnées. Genre, par exemple, si je veux la tile qui sera en 0, 1, bah, je sais que ça va être L. Si jamais, à l'inverse, je veux la tile qui va être en 1, 2, je sais que ça va être L. Si je veux la tile 6, 7, je sais qu'il faut que j'aille tout en bas jusqu'à la 6 et qu'ensuite j'aille sur la droite jusqu'à la 7. Ça, c'est une méthode d'optimisation. C'est un tableau à plusieurs dimensions. Mais, moi, c'est encore plus optimal. Moi, concrètement, comment je fonctionne, vu que, encore une fois, c'est un truc qui ne bouge pas et qui est fixe en permanence, ce que j'ai fait concrètement, c'est que j'ai fait juste une liste. Je me suis juste contenté de faire juste une liste toute simple avec toutes les tiles positionnées les unes derrière les autres, de gauche à droite. Concrètement, enfin très simple, ça ressemble un peu à ça. Genre tile 1, tile 2, tile 3, tile 4, tile 5, tile 6. Et je connais la largeur ici. Je sais qu'elle vaut 3. Donc en fait, si je veux accéder par exemple à ma tile 5, il faut que je puisse y arriver avec une fonction très simple qui cumule les deux coordonnées. Et concrètement, donc ça va s'appeler la largeur. On va appeler ça la wide en anglais. Du coup, pour avoir les coordonnées, par exemple, ici, pour obtenir mon index au sein de ma liste, ce que je fais concrètement, c'est que je fais genre x, les coordonnées en x, plus wide fois y, et ça me permet d'avoir le truc. Genre, explication très simple, je veux aller à la taille 5, la taille 5, elle est en width, merci. Ouais, width, on s'en fout. Elle va être du coup genre en... elle est en 2, 2, et pour accéder à 2, 2, bah du coup ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire 2 plus... là tu sais que ça fait genre 3. Alors attendez, par contre, le problème, c'est qu'on commence à 0 et pas à 2, donc elle est en fait en 1, 1. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire 1 plus la largeur, donc 3 fois 1, ça va te donner 4. Et bah ça tombe bien, c'est parfait, parce que ce chiffre-là de 4, bah c'est exactement la position qu'on voulait avoir. Ça fait genre 0, 1, 2, 3, 4, paf, on tombe au bon endroit. En mode abscisse ordonnée. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai organisé mes données. C'est-à-dire que mes données, pour des soucis d'optimisation, elles sont gérées que par des arrays, des listes très simples, qui sont assez fondamentales en C, C++. Et donc du coup, bah, c'est vachement optimal, quoi, concrètement. Genre, c'est de la vraie grosse économie de données
à plein de niveaux. Et en plus de ça, c'est très opti pour quand tu veux faire ce que je voudrais vous montrer après, à savoir du Astar/pathfinding. Vous allez voir, on va revenir sur ça juste après. Je finis juste de présenter un petit peu comment ça fonctionne ces trucs-là. Bref, du coup, voilà. Vous voyez que j'ai mon acteur qui me sert à faire mes grilles, qui est posé là. Il récupère les données. Et une fois que les données, elles sont stockées à l'intérieur du chunk, et bah, toi, tu vas pouvoir te déplacer sur ce chunk. Tu vas pouvoir te déplacer sur ce chunk. Voilà, là, on est dans le jeu. Voilà, on est à la première personne, mais de case en case. Et comme je sais que, par exemple, les cases en rouge, c'est des cases qui sont bloquées, bah, je ne peux pas marcher au travers. Parce que la logique que j'ai créée derrière m'empêche de passer au travers. Et tout ça, c'est des données qui sont déjà faites à l'avance. Elles sont créées à l'avance. Et une fois que le jeu est terminé, il n'y aura plus jamais besoin de... Comment dire, de les recalculer. Et oui, l'animation est déjà un peu bien faite pour le déplacement. Je suis un peu déjà contente de moi pour le coup par rapport à ça. Et voilà, ensuite on peut se déplacer du coup au sein de cette case-là, de cette espèce de grille-là, en fonction des différentes propriétés du sol. L'autre élément à comprendre, du coup, une fois qu'on est là-dedans, c'est les cases violettes qui sont juste là. Les cases violettes, comme vous pouvez le voir, elles relient un chunk à un autre chunk. Et elles peuvent le faire de façon un peu bordélique et chaotique. Vous voyez que là, par exemple, j'ai tout un réseau de liens, de links, qui relient chacun de mes chunks. Et du coup, là, j'ai fait un truc très basique. J'ai fait un téléporteur très basique, où, concrètement, si tu rentres dedans, tu te téléportes. Voilà. Et tu peux te déplacer, du coup, comme ça, de case en case. Enfin, de chunk en chunk. Tu te déplaces comme ça. Ça, du coup, moi, c'est ma façon de gérer ensuite la logique intérieure de mes machins. Et du coup, tu te déplaces comme ça, voilà, de chunk en chunk, tu avances, tu te déplaces, jusqu'à arriver vers la fin du level. Et je sais pas où je suis perdu. Ah, mais j'étais revenu au début. J'étais revenu au début. Ça va être une animation quand tu rentres en collision avec le téléporteur. Oui, en fait, là, c'est très basique, mais concrètement, j'ai déjà designé le système de téléportation pour que ça puisse gérer plein de types de téléportation. En explication rapide, vraiment en 2 secondes, il y aura à la fin, et c'est déjà plus ou moins mis en place, 2 types de links. Il y a les links continus et discontinus. Un link continu, le concept, c'est que ça va déclencher une animation qui fait que tu vas passer du point A au point B sans avoir de coupure dans ton écran. Genre, par exemple, imaginons que ce link-là, par exemple, il soit posé là, au lieu d'être posé là. Attendez, je vais juste, genre, le repasser en sol, ce truc-là, merci. Et bah, imaginez que c'est un escalier entre ces 2 cases-là. Bah, du coup, ça va être un link continu. L'animation, elle va faire genre, tu vas être posé là comme ça va faire genre, tu vas arriver là, ça va faire chut, 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 et hop, tu vas arriver sur la case, sur le chunks d'après, sans voir aucune transition. Et un links discontinu, ça va juste être un links sur lequel il y a une coupure de courant, et donc il y a un petit fondu au noir de cette façon-là. Et genre, par exemple, on peut imaginer des escaliers continus et des escaliers discontinus. Genre, un escalier continu, ce serait un escalier qui, par exemple, irait de là à là, et puis juste, bah, une fois que ça s'est fait, genre, bah, tu as l'animation qui fait genre schlac, 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 et hop, t'as monté l'escalier. Et un escalier discontinu, il faudrait imaginer, par exemple, qu'il y ait une entrée d'escalier ici, et la sortie de l'escalier qui serait ici. Et du coup, juste, genre, tu rentres, ça fait genre une animation qui fait genre clac, 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 fondu au noir, clac, 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 et t'arrives au-dessus. Donc, il y aurait des escaliers continus, des escaliers discontinus. Les téléporteurs seraient systématiquement discontinus, et par exemple, une échelle, ça serait continu. Genre, par exemple, imaginons qu'on fasse une échelle entre ici et là, bah, l'animation, ça fera juste genre schlac, 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 et tu seras à l'étage d'au-dessus. Du coup, tout ça, c'est encore en bêta testing et tout. Pour le moment, j'ai juste fait des téléporteurs. Mais du coup, j'ai l'intention de faire des escaliers, de faire des échelles et de faire des pièges. Parce que j'ai aussi envie que tu puisses, par exemple, genre marcher ici et tu marches sur un trou et schlac, tu tombes sur le chunk d'en bas. J'aimerais aussi faire des endroits qui vont, des links qui vont que dans un seul sens. Genre par exemple, un links qui te permet de passer de là à là, mais pas de là à là. J'aimerais en faire qui ont besoin d'avoir une clé pour être déverrouillés. Tous ces trucs-là, tu vois. Mais pour le moment, je suis resté très basique. À savoir, c'est juste des petits téléporteurs qui servent à passer de là à là. Concrètement, c'est juste ça pour le moment. Et donc, une fois qu'on a ça, bon, bah déjà, vous voyez que j'ai déjà fait tout ça. Donc, déjà, c'est plutôt cool. On a déjà, du coup, une possibilité de se déplacer. On a ensuite une possibilité d'avancer par rapport au machin. Et donc, concrètement,
tout ça, ça va être géré par un world subsystem, le truc dont j'ai parlé tout à l'heure, qui lui va gérer de façon plus, on va dire, supérieure l'ensemble de la logique entre les différentes grids. Genre par exemple, le système qui gère de façon plus supérieure, c'est un système qui va... Et salut Onibaku, si un modo peut lancer un shout-out Onibaku dans le chat, ce serait super. Et qu'est-ce que je disais? Oui, le système par exemple, il va gérer la position du joueur. Genre le système qui gère de façon plus globale, bah il va gérer, il va savoir sur quelle grille il est localisé et à quelle position de cette grille le joueur est localisé. Genre par exemple, du coup, t'as du coup des coordonnées locales. Des coordonnées locales, vous pouvez les voir, elles sont écrites ici. Ça, c'est des coordonnées locales. Et si tu veux avoir une coordonnée globale, tu as besoin d'avoir ta coordonnée locale et l'identifiant de ta grille. Moi, mes grilles, elles sont identifiées ici. Voilà. Ça, c'est les noms de mes grilles. C'est les identifiants de mes grilles. Et c'est ce qui me sert de référence. Donc, si je veux savoir où est mon joueur, bah, je dois avoir cette information-là, sur quelle grille elle est et sur quelle position. Et vous voyez que ça demande que dalle en termes de data et de mémoire. Tu as besoin en mémoire d'avoir une série d'une quinzaine de chiffres et de lettres et deux nombres. Et tu sais où est ton joueur. Et à partir de là, tu pourras genre générer tout le reste. Donc déjà, c'est plutôt optimal. Et ça, c'est cool. Ça, c'est bien. On aime bien gérer les trucs avec des trucs très très simples. Et donc en gros... Ah oui, c'est vrai que t'es au Japon, Onibaku. Putain, grosse force. Il doit être super tard chez toi, là. Ou tôt. C'est tôt. Ouais, c'est ça. Tôt, il est 5h30. Oui, donc voilà, ça c'est le système de coordonnées globales. Et petite explication très rapide de comment fonctionne la classe qui a après acteur. Parce que du coup, voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que pour reprendre un petit peu la hiérarchie que je vous ai expliqué tout à l'heure, pour voir un peu que vous ayez une image de c'est quoi ma hiérarchie. Moi, ma hiérarchie, concrètement, ça va être un truc de... D'abord, il y a mes chunks, dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui sont des trucs à part entière. On va ensuite avoir mes paint actors, enfin grid paint actors, pour être plus précis. Donc ça, ils ont leur logique propre, ça la regarde. Ensuite, on va avoir, du coup, de la classe acteur de Unreal, donc la classe de base qui existe déjà dans Unreal, on a la classe acteur. De cette classe, moi, je crée une classe qui va s'appeler grid actor. La différence entre un actor et un grid actor, bah, c'est qu'ils sont faits pour être sur les grilles, quoi, concrètement. Donc, concrètement, par exemple, mes téléporteurs, c'est des grid actors. Donc, je peux pas les mettre ailleurs que sur une grille. Genre, si j'ai le temps de les mettre ailleurs, il va juste passer d'une grille à l'autre. Moi, je peux le déplacer comme ça, sur la même grille, et la position qu'il peut avoir dépendra forcément d'une grille. Concrètement, c'est ça qui définit un grid actor, tout simplement. Du coup, de ces grid actors sont sortis bah, mes fameux links qui me permettent de passer d'un truc à l'autre. Attendez, hop. On va avoir à partir d'ici, du coup, je vous l'ai dit, mes grid links. Le A, c'est pour actor, devant les trucs. Donc les grid links, qui eux, du coup, sont posés pour pouvoir faire se téléporter le joueur d'un bout à l'autre de la map. Ensuite, on va avoir, qui part du même truc, pour partir là-dessus, les A, grid, pawn. C'est quoi un pawn? Pawn, ça veut dire pion en anglais. Et concrètement, dans un jeu vidéo, un pawn, ça veut dire un acteur qui peut être contrôlé. Qui soit contrôlé par une intelligence artificielle, qui n'a rien à voir avec ChatGPT. Hein. C'est genre une succession de logique, ce qu'on appelle un behavior tree. Genre, mais ça, j'en parlerai quand je ferai la section sur les IA. Ou un joueur. Donc en fait, c'est n'importe quel... ça va être genre, bah du coup, les PNJ, les ennemis, tout ce qui est contrôlé, en fait, concrètement. Tout ce qui est contrôlé, que ça soit contrôlé par un joueur, contrôlé par une IA, ce qui va être défini par un pawn. Donc alors, à la base, c'est là que c'est un peu vicieux dans mon code à moi, c'est que normalement, Unreal propose déjà une classe de pawn qui part de acteur. C'est-à-dire que de acteur, t'es censé avoir un A-pawn. Moi, du coup, ma classe de pawn, personnellement, que j'ai dans mon jeu, n'est pas descendante de la classe pawn. Ce qui, en vrai, est pas très grave. Parce que j'utilise mes propres systèmes, donc en fait, tranquille. Mais normalement, dans Unreal, t'es censé utiliser ça. Mais pas moi, parce que j'ai pas besoin. Et donc, du coup, là, vous avez à peu près toute mon architecture, tous les trucs que j'ai programmés. Ça, plus du coup, le subsystème dont je vous ai parlé qui me sert à tout gérer, tout le reste. Et ces machins-là, vous pouvez les voir directement bah, là, en fait. Genre, par exemple, ça, c'est les classes que j'ai codées, qui apparaissent ici, du coup. T'as, du coup, bah, Grid Link Actor, Grid Paint Actor, Grid Pawn, voilà, Grid Téléporteur. Enfin, tout ça, c'est les trucs dont je vous ai montré, parce que du coup, voilà, si je reprends mon petit arbre de descendance que je vous ai déjà montré, on peut avoir, du coup, attendez, je vais le rétrécir un peu. On peut avoir ici
Hop. Du coup, de grid links, on fait descendre un A grid téléporteur. Et de mon A grid pawn, je fais descendre un A grid player pawn qui va gérer spécifiquement les datas d'un joueur. Alors que du coup, de l'autre côté, je ne l'ai pas encore fait, mais je pourrais faire un A grid. J'ai pas d'idée là tout de suite. Genre AI pawn, un truc comme ça, genre. Et du coup, je ferai mes descendances comme ça. Mais une fois que j'ai fait ça, la meilleure manière dans Unreal ensuite de s'y prendre, c'est de faire descendre de chacune de ces classes-là une classe en blueprint. Le truc dont je vous ai parlé qui est beaucoup plus visuel. Donc vous partez d'une base en code. Genre par exemple, c'est ce que j'ai fait avec... genre regardez, le grid téléporteur. Le grid téléporteur, il est juste là. Voilà, là c'est le truc que j'ai sélectionné. Grid téléporteur, il est juste là. Vous voyez que là c'est vide et il n'y a rien dedans. Bah en fait c'est parce que j'ai fait un autre endroit, où genre j'ai fait des systèmes, où du coup j'ai fait descendre une classe qui a la même logique, avec tout ce qu'il y a dedans à l'intérieur, tout pareil, mais du coup visuellement, bah, je lui ai rajouté, un static mesh, je lui ai rajouté une flèche pour voir dans quelle direction on va, j'ai rajouté plein de trucs qui sont liés à ça. Voilà, en gros ensuite tout ce qui va être la partie plus chiante, pour aller chercher des assets à droite à gauche, tu passes par le système visuel de Unreal. Tu fais pas tout ça à la main. C'est chiant de faire tout ça à la main. Genre juste, tu vas définir des paramètres, tu vas dire hop, ça c'est définissable par blueprint, et tu le feras plus tard. C'est pareil pour mon pawn de test. Genre, bah vous voyez, genre, il a hérité de sa collision, parce que voilà, tous les pawns ils auront des collisions. Mais je lui ai rajouté moi-même un static mesh et une flèche, et je lui ai rajouté une toute petite logique à l'intérieur, qui, elle, est faite en langage visuel pour le contrôler. Donc là, par exemple, ce que va faire le pawn de test que j'ai créé, c'est qu'il va attendre, avancer, attendre, avancer, attendre, regarder vers la droite, attendre, regarder vers la droite, attendre, avancer, attendre, avancer, et il revient au début. Ça, du coup, c'est de la logique visuelle qui me sert concrètement juste à faire se déplacer le machin que vous voyez se déplacer au début. Vous voyez, il avance 2 fois, il se retourne, il avance 2 fois, enfin 4 fois du coup. Il se retourne, il avance 4 fois, il se retourne, il avance 4 fois. Bah ça c'est la logique que je vous ai montrée. D'ailleurs, on pourrait même, de façon pleinement visuelle, genre, attendez, si je vous montre ça comme ça, là vous voyez la logique le truc logique que je vous ai montré, bah si jamais je lance le jeu, normalement on peut voir ici que c'est appelé... Non, on peut pas voir? Bon, tant pis, on peut pas voir. Normalement on peut voir les trucs qui font... Et donc ça du coup, c'est des trucs complémentaires pour faire des tests, ce genre de choses. Et concrètement, je vais rentrer plus dans le détail là-dessus la prochaine fois, parce que j'aurai sûrement développé le système de combat d'ici la prochaine fois. Mais concrètement, comment ça marche un pawn? C'est quand même un peu important. Genre, concrètement, je vais vous expliquer très brièvement c'est quoi une machine à état. Une machine à état, c'est un machin c'est une logique, c'est une façon de structurer la programmation en considérant que tu as un objet qui va passer d'un état à un autre et que chacun de ces états a des règles spécifiques qui les relient les uns entre les autres. Genre par exemple, nous, dans le cas qui nous intéresse, pour un pawn, les états, ça va être idle, ça veut dire qu'il ne bouge pas, ça va être genre walking, ça va être genre dans un link, ça va être genre attaque, etc., 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 etc. Et du coup, ces machins-là, tu vas les relier avec différentes petites flèches. Genre par exemple, la flèche qu'il va y avoir entre idle et walking, ça va être un truc qui est genre de... il y a une impute Z qui a été lancée, du coup tu avances. Du coup tu passes dans l'état walking, et ensuite tu vas avoir un retour à l'état idle qui est automatique à la fin de ton état walking. Donc genre dès que t'as genre end walk, tu reviens dans l'état idle. Et du coup tu switches d'état en état pour passer d'un truc à un autre. Donc concrètement, moi j'ai défini des états hyper basiques pour le moment à l'intérieur de ma machine. De ma state machine, du coup ça s'appelle. Et dans cette machine à état, donc là par exemple, vous voyez que si jamais je lance mon truc, alors, attendez, je sais pas si j'ai laissé le debug. Voilà, là vous voyez qu'il y a écrit dans genre là dans les flèches, si on s'arrête, si j'arrête le truc, hop, vous voyez qu'il y a écrit genre state idle to moving. Ensuite il y a genre écrit un truc ici. Ensuite il y a écrit state to moving to idle, donc on revient à l'état idle. Ensuite, idle, moving, moving, idle, moving, moving, idle. Et du coup, tu passes d'état en état, en état, en état, comme ça en permanence. Pourquoi c'est bien de faire ça comme ça? Parce que du coup, les états, ils ont quand même quelques propriétés importantes. Genre, par exemple, tu peux pas être dans 2 états en même temps.
Il n'y a pas la dualité en corpuscule dans les états en programmation. Si tu es idle, tu n'es pas walking. Si tu es walking, tu n'es pas idle. Si tu es link, tu n'es pas les autres. C'est exclusif. Tu peux être qu'un seul état à la fois. Ce qui te permet de gérer, par exemple, justement, l'animation, la logique aussi en termes d'IA va beaucoup fonctionner autour de ces idées-là. Enfin, tout ça, c'est une vraie structure qui permet de coder beaucoup plus, comment dire, de façon beaucoup plus clean. De façon beaucoup plus clean. Et donc, ensuite, comment ça marche, ce truc-là? Moi, mes state machines, elles vont avoir ce qu'on appelle à l'intérieur une queue. Du coup, voilà, tout ça, c'est les états qui sont à l'intérieur de ma state machine. On va dire que c'est ce truc-là. Ça, c'est ma state machine. Voilà, c'est un bonhomme. Et lui, concrètement, il va avoir au-dessus de lui une queue, à savoir une liste de commandes. Donc, par exemple, il va recevoir la commande marcher. Oula, pardon, c'est devenu noir, je sais pas pourquoi. Ensuite, il aura la commande attaquer. Ensuite, il va avoir la commande attendre, etc., 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 etc. Et donc, en gros, à chaque fois qu'il reçoit une commande, les commandes, c'est ce qui sert à passer d'un état à un autre, concrètement. Du coup, il peut pas, tant qu'une action en cours, elle n'est pas terminée, la queue n'avance pas. Et pour qu'une action se termine, il faut revenir à l'état d'origine, l'état idle. Du coup, tu vas faire ça en gros. Tu vas lancer la commande marcher. Une fois que la commande elle est consommée, tu reviens en idle. Tu vas lancer la commande attaquer. Du coup, tu vas passer en attaque ici. Et ça va revenir tout seul en idle, ce qui permettra d'accéder à la prochaine action. Et concrètement, c'est comme ça que ça marche. Et donc, du coup, vous pouvez voir que du coup, le machin qui bouge tout seul que je vous ai montré est un peu obsolète par rapport à ce système-là. Parce qu'il utilise des fonctions directement à l'intérieur. Ce qui va pas en vrai, hein, ce qui est un vrai problème. Attendez, j'arrive pas à juste genre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'arrive pas à. Je suis bloqué dans cette vision-là. Je sais pas ce qui se passe. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre tout le monde. Je vais redémarrer Unreal. Quand vous ne savez pas quoi faire, redémarrer Unreal. Non, je crois que j'ai dû cliquer sur une touche qui m'oblige à rester dans une certaine vision d'une certaine caméra. Un truc comme ça. Mais c'est pas très important. Du coup, juste pour vous expliquer quoi concrètement, le système de commande, à quoi est-ce qu'il sert? Ça fait que, par exemple, mon joueur, sa queue, elle va être remplie par la manette. Si tu appuies sur des boutons, ça va remplir la queue avec les actions que tu as demandées. Et mon IA, c'est exactement la même chose, sauf que au lieu d'avoir quelqu'un avec une manette, ça va être une logique qui va lui dire, qui va envoyer des commandes. Mais en soi, le joueur et les IA fonctionnent sur la même base logique. C'est des machines à état qui sont partagées et ils reçoivent des commandes qui leur permet ensuite de faire des trucs concrètement. J'attends que le jeu redémarre. Hop. Et donc, une fois que j'ai expliqué ça, vous avez toutes les bases pour comprendre qu'est-ce qui se passe depuis le début. Lorsque je vous montre du coup ça comme ça, moi du coup je suis une machine à état qui pour le moment est en idle. Quand j'appuie sur D, ça me fait tourner à droite normalement. Ça me fait tourner à droite parce que j'ai envoyé la commande tourner à droite. C'est comme ça que du coup fonctionne la logique. Et du coup j'avance comme ça, de case en case, avec ma petite machine à état. Et les autres trucs sont aussi des machines à état. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. L'avantage d'avoir aussi une queue pour les inputs, c'est que ça permet de vraiment gérer très facilement dans quel ordre tu exécutes les choses. Par exemple, est-ce que tu vas préférer exécuter, quand tu as plusieurs trucs qui se suivent les uns derrière les autres, est-ce que tu préfères exécuter la première ou la dernière? Genre, par exemple, c'est des vrais trucs de game design. Admettons, par exemple, que vous avez rempli votre queue comme ça. Que là, tu vois, genre, lui, il est en train de faire un truc. Là, le bonhomme, il est en train de faire un truc avec une épée, tu vois. Genre, il la bouge dans tous les sens, comme ça. Et du coup, toi, t'as mâché tes boutons, t'as mâché tes touches. Genre, t'as envoyé 10 000 commandes. En mode, attaquer, attendre, attaquer, etc. T'as envoyé plein de commandes. Et c'est une vraie grosse décision hyper importante de game design qui va définir tout le reste de ton jeu. Si la prochaine action que tu exécutes, c'est celle-là ou c'est celle-là. En gros, dans les jeux plus modernes, ça va être celle-là. Pourquoi? Parce que tu as toujours envie que le jeu soit réactif. Donc tu as envie que l'action qui s'exécute, c'est la dernière action qu'a voulu faire le joueur. Mais si vous êtes des gros sadiques, genre développeurs de Dark Souls, vous allez faire ça. Et du coup, ça fait que le joueur, il aura beau avoir graille sa manette, s'il a dit qu'il allait esquiver en premier, le premier truc qu'il va faire, c'est une esquive. Et tant pis pour sa gueule s'il a changé d'avis entre-temps. Et c'est pour ça que les Souls, quand tu as l'habitude de jouer à des jeux modernes, parfois sont un peu rugueux. Parce que nous, on a plus l'habitude d'exécuter la dernière commande qu'on a lancée que la première. C'est-à-dire que dans un Souls, si tu appuies sur sauter pendant que tu es en train d'attaquer, tu vas sauter.
T'auras beau avoir tout fait pour cancel, non, tu vas sauter. Genre, tant pis pour toi. Même si t'as remarqué que l'ennemi, il allait te défoncer la gueule si tu le fais, tu vas quand même mourir. Du coup, c'est deux visions du design qui sont très différentes et qui sont définies là, concrètement. C'est quand même un point un peu important de comprendre pour voir la philosophie de jeu. Moi, je pense que j'ai plutôt faire un truc à la Dark Souls qu'un truc réactif, pour être honnête. Mais à voir, en vrai, j'ai fait en sorte que je puisse switch entre l'un et l'autre très facilement pour faire plein de tests de game design. J'ai une variable à changer et je peux passer de l'un à l'autre. Donc en vrai, c'est cool. Ça, du coup, c'est toutes les bases. Voilà, là, du coup, on a toutes les bases de comment se déplacer dans mon jeu, dans ce petit univers que j'ai créé de cette façon-là, quoi. Maintenant qu'on a fait ça, on va parler un petit peu... J'ai perdu ma souris. On va parler un petit peu d'optimisation. Et on va revenir un petit peu sur le concept qui vous a parlé, la joueur du grenier, le pathfinding. Et on va faire ça très très simplement, concrètement, à l'aide d'une vidéo YouTube que je vous ai préparée. Parce que voilà, une fois qu'on est sur ces grilles-là, on peut mettre en place plusieurs petits systèmes. Genre par exemple, un des premiers systèmes que j'ai intégré à l'intérieur, c'est un système de grille active. Parce que moi, mon objectif, c'est d'avoir 0 temps de chargement. Je voudrais que mon jeu, ça soit un immense level. Que genre, j'ai pas besoin de définir des donjons, des trucs du genre, je veux juste un giga level. D'accord? Pour ça, je peux pas tout charger en permanence. Sinon le PC il va mourir. Du coup, ouais, genre GTA. Du coup, tu vas faire en sorte que tu vas générer seulement les données qui sont proches de toi. Comment ça se fait du coup moi dans la façon dont je fonctionne concrètement? Attendez, je crois que c'est F8. Ouais, c'est ça. C'est que moi concrètement du coup, genre je gère la grille sur laquelle je suis. Je gère la grille, les deux grilles qui sont, enfin les grilles qui sont collées à moi directement. Et ensuite, genre leurs voisins sont juste chargés, mais il n'y a pas d'IA, ni de logique, ni de tic, ni de tous ces trucs-là, tu vois, il y a pas cette logique-là. Et celles qui sont en noir, elles sont complètement déchargées. Il n'y a aucune logique, il n'y a plus rien qui existe. Et donc en gros, quand tu te déplaces, genre de case en case, vous allez voir que bah, les grilles noires changent. Genre là maintenant que je suis ici, bah, du coup les grilles se chargent pas pareil. Que maintenant la grille là est grise alors qu'elle n'était pas avant. Et tu avances comme ça de truc en truc. Moi, pour faire des tests, j'ai mis une profondeur que de 1. Mais en vrai, en temps normal, je vais pas juste générer mon chunk et les chunks voisins. Je vais générer mon chunk, les chunks voisins, leurs voisins, leurs voisins, leurs voisins. Et seulement à partir de maintenant, il y aura leurs voisins qui seront à peine générés et les voisins encore derrière qui, eux, juste seront pas chargés. Et du coup, en fait, c'est ce qu'on appelle un système de streaming. Voilà, c'est un peu marrant, c'est comme moi quand je fais du streaming sur Internet. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un système qui te suit et qui charge et décharge des endroits en fonction de où tu te trouves. Et ça, c'est un moyen de faire de l'optimisation. Donc voilà, moi j'ai déjà, on va dire, pré-intégré ce système-là, qui est pas encore tout à fait terminé, hein, je vais pas vous mentir. Là, j'ai juste fait en sorte que tu connaisses bien les voisins, etc. et tout. Mais vu que j'ai pas encore développé de logique à proprement parler sur les ennemis ou ces trucs-là, ça unload rien du tout pour le moment, quoi. C'est juste visuel. Mais c'est bien d'avoir déjà ça. C'est bien d'avoir déjà ça. Là, vous voyez que genre si je continue d'avancer, et ben en fait le gris se déplace avec moi. Hop. Là maintenant que je suis allé plus en hauteur, tout le reste est devenu noir. Voilà. Bon, sauf là où il y a la hache qui se balade. Mais ça, c'est juste parce que c'est du debug. Donc en vrai, genre, c'est normal. Mais voilà. Tu seras pas en fonction de leur visibilité. Alors non, en fait, il y a deux systèmes. Il y a la logique des ennemis et la logique du jeu qui, elle est gérée du coup par les chunks. C'est ma logique à moi. C'est moi qui décide comment ça fonctionne. Et ensuite, la logique visuelle, elle est gérée par Unreal. C'est-à-dire que pour le coup, c'est vraiment des trucs qui sont déjà programmés dans Unreal, qui vont servir à ne générer que ce qu'il y a devant toi, qui vont servir à afficher les assets. C'est-à-dire qu'en gros, je vais avoir un système qui sert à gérer les visuels, ça c'est à l'intérieur de Unreal, et c'est très bien optimisé. Et ce qui sert à optimiser la logique, ça c'est moi qui l'ai géré avec mon système de streaming. J'utilise les deux, concrètement. Et ça c'est le premier système. C'est le premier système d'optimisation que j'ai mis en place, concrètement. Voilà, c'est juste pour vous montrer, pour que vous compreniez pourquoi est-ce qu'il y a des chunks qui sont noirs à l'horizon, c'est pour ça. C'est parce que du coup ça désactive les IA, ça désactive les animations, ça désactive tous les trucs qui prennent trop de mémoire ou trop de CPU, quoi, concrètement. Ça, c'est du coup ce système-là. Et le dernier système que je voulais vous expliquer aujourd'hui avant de passer à la suite, c'est que même si j'ai pas encore fait d'IA, une des raisons pour lesquelles je suis revenu sur ce projet, c'est parce que je voulais faire un pathfinding, parce que le joueur du grenier m'a donné envie de faire un pathfinding
lorsqu'il a parlé de pathfinding dans sa dernière vidéo. Qu'est-ce que c'est un pathfinding? Un pathfinding, c'est l'algorithme qui va te permettre d'aller d'un point A à un point B. Genre, si tu as besoin d'aller de là à là, ben, il faut que tu saches par quel chemin aller pour que ça soit efficace. Et ça, du coup, ça s'appelle un pathfinding. Et moi, j'avais trop envie de faire ça. Du coup, déjà, pour expliquer un petit peu c'est quoi le pathfinding que j'ai utilisé, j'ai préparé une petite vidéo YouTube. Voilà, en très rapide, elle fait que 4 minutes. Elle est en anglais par contre, du coup, vous allez, je vais vous réexpliquer par-dessus, vous inquiétez pas. Je vais expliquer un peu de cette façon-là, parce que du coup, c'est très important pour comprendre la suite. Parce que je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour faire un pathfinding global. Il n'y a pas de son. Ah oui, c'est parce que j'ai coupé le son. It's basically searching for the shortest path from the red to the green location in the terrain. So how does this work? Let's look at it from a more logical view. If as a person I wanted to find the shortest or the most efficient way to get from my house to my workplace. Donc là, il est en mode, je suis une personne qui cherche à aller de ma maison à mon travail. Comment faire pour trouver le chemin le plus efficace? The simplest way to do it would be to go through every path between the two locations. Bon, la première logique qui vous vient normalement en tête, c'est de tout tester. Vous testez tout, il y en aura bien un qui sera le meilleur. Keep track of how long it took me to get there for each one, and then just pick the shortest one. Sauf que ça, genre, littéralement, détruit votre ordinateur de faire ça. Enfin, c'est vraiment pas optimal du tout. Of course, we'll guarantee me finding the shortest path eventually, but let's be real. If I was living in a huge city with hundreds or even thousands of possible paths, this will take forever to get done. So let's try to make this easier. How about, instead of checking every single path from my house to my workplace, I can get a map instead and mark all the roads and distances of the map. For my house, I'll mark the distance as 0 because I'm already there. For my workplace, I'll mark it as infinity for now because I have no idea how long it will take me to. Vous avez l'audio en double? Ah, merde. Attendez, c'est pas normal ça. Monitoring uniquement, monitoring désactivé. Audio du bureau. Pourquoi il est actif l'audio du bureau? Attendez. Bah non, je l'ai coupé. Attendez, je teste des trucs. Get that. Next step, J'ai trouvé. Désolé, j'ai trouvé. I can look at neighboring places I can. Oui, alors du coup, là, ce qui vous explique concrètement. Je vais vous faire des petits dessins, moi aussi, ça sera plus clair. Là, ce qu'il est en train d'expliquer là concrètement, c'est que du coup, vous voulez aller de votre maison à un urinoir, j'imagine. Vous comprendrez mieux si je fais ça comme ça? À un urinoir. Plutôt que de chercher l'ensemble de tous les chemins possibles. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer des points de référence. Genre, par exemple, pour aller à l'urinoir, vous pouvez passer par, je sais pas moi, une boulangerie. Vous pourrez aussi passer par un parc. Vous pourriez aussi passer par la mairie. Vous pourriez aussi passer par la tombe de Jean-Marie Le Pen. Vous pourriez passer par un lac qui pète. Vous pourriez passer par... je sais pas, j'ai plus d'idée. Par la Bastille. Voilà. Et une fois que tu as ça, tu calcules la distance entre chaque endroit. Genre, tu fais en sorte de dire que, genre, ok, d'accord. Là, ça me prend 2 minutes. Là, ça me prend 3 minutes. Là, ça me prend 5 minutes. Là, ça me prend... Et etc. Et tu connectes tous tes points comme ça. Une espèce de mapping pour essayer d'aller jusqu'à ton urinoir. Et là, du coup, tu as déjà une carte. Go directly from my house. Let's say there's a cafe 2 kilometers away and a park 5 kilometers away. I'll write the distances down for those places. I simply pick the closest location and go there. In this case, it will be the cafe because it's the shortest distance. I'll then find all the places I can go from the cafe. If I find the shortest way to get to those places, I'll update their distances. Let's say I realize the park is actually 3 kilometers away instead of 5 kilometers as we thought initially. I'll pick the short one and update its distance. And I just keep repeating this process for every location I go to. Donc là, en gros, c'est un truc assez basique où tu fais un peu au hasard et en gros, tu pars de là, tu te dis « Ah, d'accord, ça va plus vite d'aller là, je vais là !» Une fois que t'es là, donc je vais là. Une fois que t'es là, tu regardes par où ça va le plus vite d'aller, t'y vas. Et tu fais ça jusqu'à ce que t'arrives à ton urinoir. Et normalement, une fois que t'as ça, tu peux comparer différents chemins. Et tous ces chemins, en gros, t'as le chemin optimal, concrètement, pour faire très simple. Until I get to my workplace. By the time I get there, I would have already found the shortest paths without wasting time on unnecessary detours or paths I don't need to explore. Like taking baby steps. What I just explained is the Dijkstra's algorithm. Not only does this Ça, c'est le... J'ai jamais réussi à prononcer ça. guarantee the optimal path, it also takes a lot less time. But we can take this a step further. The A-star algorithm is actually just an improvement of the Dijkstra's algorithm. Et nous, on va utiliser à la fois le Dijkstra et le A-star. Dans deux concepts différents, vous allez comprendre pourquoi c'est important. So we still do the same thing as before. We set our house distance to 0 and set our workplace to infinity. But this time, with a little bonus. Dijkstra, c'est pas difficile à dire, bah force. Hein. We add something called a heuristic. Yeah, I know it's a big word.
J'aime trop le mot heuristique, personnellement, voilà. but trust me, it's very simple. A heuristic is basically just a guess on how long you think it will take you to get there. It could be just drawing a straight line from the house to the workplace. This, of course, disregards the paths, but at least it gives you a rough idea on how long you should spend going there. And we can use Donc, en gros, tu calcules une espèce de distance à vol d'oiseau pour estimer à peu près combien de temps ça devrait te prendre. En gros, l'heuristique, tu peux en avoir plusieurs. C'est un moyen de suggérer vers où il faut aller et combien de temps ça va prendre. Genre, par exemple, l'heuristique principal dans ce genre de configuration, c'est celle que je viens de vous montrer, ça va être de calculer une distance. Genre, par exemple, tu vas calculer l'heuristique entre la maison et l'urinoir. Complètement con de sortir de chez toi pour aller pisser d'ailleurs au passage. T'es censé avoir des chiottes chez toi, mais bref. Genre, ça va être ton heuristique, ça va être ce qu'on appelle une norme. Ça va être la norme entre ça et ça. Et tu peux calculer comme ça l'heuristique de tout le monde grâce à un calcul d'heuristique. Et hop, ça te donne une valeur supplémentaire. Concrètement, ça te donne un truc supplémentaire à tester. this to further narrow down our choices. Now, instead of just picking the closest location like the Dijkstra's algorithm, we pick the closest one plus the one that's heading towards our destination, or at least seems like it's heading there. Let's say there's a library 2 kilometers away, but it's in the opposite direction of the workplace, and there's a bridge 3 kilometers away, but it's heading towards the workplace. A-Star will prioritize the bridge over the library because it not only considers the distance, but also how close it is to our destination. Pour faire très simple, au lieu de naïvement tester toutes les possibilités et de prendre celle qui va le plus court, eh ben, tu rajoutes un truc qui dit « Ok, d'accord, ça va vraiment vite d'aller de là, par exemple. » Attendez, regarde, exemple concret. Je reprends mon chemin, vous le voyez bien là, normalement. Hop, je le diminue. Imaginons que j'ai d'autres trucs derrière ma maison, qui sont encore plus près. Genre, par exemple, on pourrait avoir un gloriole. Et bah, ce truc-là, il a 1 minute. Mais, il est dans la direction opposée. Donc, ok, d'accord, ça va aller plus vite d'aller par là. Mais à quoi bon, finalement? Alors que tu sais que ça va t'éloigner. Donc, même si ça va plus vite d'aller au gloriole que d'aller au parc, bah, tu vas d'abord tester le chemin en passant par le parc parce qu'il est dans la bonne direction. C'est ça que va racheter l'heuristique. C'est qu'en fait, c'est un truc d'optimisation. En fait, à la fin, tu obtiens le même chemin, mais tu y allais plus vite. Parce que du coup, tu savais à peu près dans quelle direction tu devais te tourner, entre autres. Enfin, bon, je dis c'est le meilleur chemin. En vrai, c'est pas tout à fait juste. C'est genre, il peut y avoir de très légères erreurs, mais tranquille. Continue ton explication, toi. AKA its heuristic. We can visualize this with code by creating a Bon, ça se prononce Dijkstra à l'anglaise. Non, mais j'y arriverai jamais, les gens. grid using a matrix or an array of arrays. We can start with 100 by Oui, ça donne pas forcément l'exact même chemin, mais grosso modo, aux échelles où moi je le fais, si. 100, and then we can create a class called cell, which could act as a data carrier for each spot in the matrix. We will also add a little draw function Donc là, c'est un petit peu les trucs que je vous expliquais de code tout à called l'heure. cell, which could act as Là, il a créé une classe. Dans la classe, il a donné des paramètres. Et du coup, voilà, c'est un objet, quoi. a data carrier for each spot in the matrix. Ça se prononce Dijkstra. Merci. We will also add a little draw function to see it on the canvas. Great. Now we need to keep track of each cells in the grid we have evaluated and which ones we keep track of the neighboring cells of each cell. These are the cells that are at the top, bottom, left, and right of every cell in the grid. So basically, every cell keeps track of its own neighbors. We also need obstacles to simulate actual paths. We can just randomly add them, which is much easier. On rajoute Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis des murs, par Yeah, exemple. but it creates more solid shapes instead, making it look like an actual map rather than just random dots. Noise is a topic on its own, so I won't really dive into that. You can let me know in the comments if you would like a video on that topic in the future. So the final evaluation of each cell will be stored in a variable called f. F is the sum of g and h. G is basically how long it took us to get to that cell, which is its distance. Donc c'est la distance, c'est genre les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure. Et H, ça va être l'heuristique. Et c'est ce que je vous ai expliqué, quoi. En gros, tu prends en compte ta suggestion pour aller plus vite, And quoi. h is the heuristic, or always be a winner cell. That's the one with the lowest f score. So if you search Ça, on and s'en find fiche. Vraiment, ça, c'est des trucs, c'est du détail, on s'en a fout. cell with a lower f score than the previous winner, that becomes our new winner. And this continues till the f score gets to 0 and there are no more cells to evaluate. Ça, en gros, à chaque fois, tu évalues un score et tu compares au score d'avant et ça te permet de trouver le chemin optimal, quoi. Which means we have found the optimal path. We also need to keep track of our progress so we can, highlight the paths at the end of the search. So we simply create a path array and just push the winner cells at every point of the search iteration. And that, ladies and gentlemen, is the A-star algorithm. I'll Et leave voilà. the source code in the description. Du coup, ça permet, hop, de trouver des points assez rapidement, de façon plutôt optimale, beaucoup plus optimale que le premier, le A sans la star, le Dijkstra, je crois. Et donc concrètement, là, le truc que le mec vient d'expliquer,
Bah, je l'ai appliqué ici, quoi. Logique. Genre, moi, je me balade sur des grilles. J'ai besoin que mes bonhommes ils puissent se déplacer de grille en grille. Du coup, alors, admettons que je prenne. Allez, on va prendre quelle grille de chunk? On va prendre le premier. Voilà, on va prendre ici. Non, il est un peu bordélique, attendez. On va prendre celui-là. Comment t'appelles-tu? Grid chunk 4. Ensuite, on va aller prendre mon acteur de debug qui me sert à faire des trucs de debug, qui va être ici. Je vais dire sur la grid 4, je veux que tu ailles de 0, 0 à 4, 0. C'est bien 4, 0 concrètement? Attendez. Voilà, donc en gros, je veux aller de là à là. Et vous voyez qu'il y a des murs entre les deux. Donc une fois que j'ai fait ça, genre moi du coup, j'ai tout, j'ai mon petit truc de debug que j'ai fabriqué, quoi, concrètement. Et attendez. Où sont mes paramètres? C'est tout dézoomé là, je suis un peu paumé. Ah, je suis pas dans le bon acteur, attendez, c'est pour ça. Et donc, path debug. Hop! Voilà, pardon, ça a pris un peu de temps. Du coup, là, vous voyez que du coup, j'ai mon petit algo qui a déjà été développé, qui me permet de passer d'un point A à un point B. Et paf! Ça, c'est l'algo Astar que le mec a expliqué juste avant. Et ça, du coup, je peux le faire à plein de niveaux, quoi, concrètement. Genre, je peux le relancer, le re-relancer, etc., pour aller à différents endroits. Et du coup, au sein d'une même grille, bah, c'est évidemment le truc logique que j'allais faire pour pouvoir m'en sortir. Évidemment. Genre, lorsque tu connais un petit peu le monde de la programmation, tu sais que c'est ça qui va se passer. Genre, tu sais que je vais utiliser un Astar pour me déplacer sur mes chunks. C'est logique. Moi, là où j'étais bloqué à l'époque, c'est que je savais pas très bien comment faire pour gérer un chemin de manière plus globale. Genre, c'est-à-dire que par exemple, si je veux aller de là à là, j'avais pas vraiment de solution, quoi, concrètement. Parce que bah, je sais faire un A-star au sein de ce chunk-là, je sais faire un A-star au sein de ce chunk-là, mais je savais pas trop comment faire pour trouver le chemin qui va de là à là. Et j'ai pas mal bloqué sur ça à l'époque. Je me souviens que j'avais mis en place des systèmes où, par exemple, l'IA, elle retenait en mémoire l'endroit par lequel elle avait vu passer le joueur et elle se rappelait de où est-ce qu'elle était passée. Et du coup, elle gardait tout ça en mémoire, mais ça faisait des bugs. Ça faisait des bugs dans tous les sens. Parfois, comme tu faisais plusieurs allers-retours entre un même truc, l'IA, elle rentrait, elle ressortait, elle re-rentrait. Enfin, c'était un enfer et c'était pas très propre. Mais j'ai trouvé la solution, tout le monde. J'ai enfin trouvé la solution à ce problème. Explication très rapide. En gros, nous, quand on se déplace sur les différents chunks que je vous ai montrés, les différents quadrillages, il faut imaginer que du coup, les positions, elles sont comme ça. C'est genre, chaque position est bien ordonnée de cette façon-là. On peut être sur une grille et concrètement, les liens entre chaque point de cette grille, ils sont comme ça. Ouais, c'est la même chose que quand je vous ai montré le schéma avec la boulangerie et la tombe de Jean-Marie Le Pen. Sauf que c'est beaucoup plus quadrillé. Là, on est beaucoup plus dans une banlieue américaine gaze. Et concrètement, ensuite, du coup, tu appliques ton A-star sur toutes ces cases-là pour savoir où tu vas aller, quoi, concrètement. Et ça, c'est logique. C'est ce que je vous ai montré. C'est le truc que j'expliquais tout à l'heure. Au passage, j'en profite pour préciser, il est tout à fait possible de faire un A-star où tu peux te déplacer en diagonale. Hein. Juste, tu rajoutes comme ça des nouveaux liens. Enfin, je vais prendre la même couleur qu'avant pour que ça soit plus clair. Si tu fais des nouveaux liens comme ça, voilà, tu peux te déplacer en diagonale. Donc, ouais, un A-star, c'est facile de faire en sorte qu'il se déplace en diagonale ou pas en diagonale. Juste, tu changes la façon dont tu as fait ton maillage. Mais nous, on va rester là-dessus. Donc ça, c'est sur un même chunk. Au sein d'un même chunk, tu as le A-star qui s'applique. C'est logique. Tout va bien. Maintenant, comment je fais pour faire une gestion plus globale? Ça m'a pris la tête, les gens. Ça m'a pris la tête jusqu'à ce que je comprenne enfin qu'il y avait une solution qui était ultra simple. Genre, regardez, petit schéma. Ça, du coup, c'est un chunk. On va les représenter comme ça, les chunks. Et il y a d'autres chunks, à d'autres endroits du jeu. Comme ça. Voilà, ça, c'est d'autres chunks. Et du coup, moi, je sais me déplacer au sein d'un chunk, mais pas au sein d'un autre chunk. Cependant, là où je suis une brute, et je suis trop forte, c'est que, genre, mes chunks, ils sont pas juste en train de flotter les uns des autres. Genre, vous voyez, ils sont connectés les uns aux autres. Il y a des petits liens qui servent justement à les connecter. C'est le truc que je vous ai montré tout à l'heure, c'est les téléporteurs. Et ben, genre, on va les mettre sur la... On va les représenter comme ça, regardez. Je vais les mettre là. Ça, c'est un téléporteur qui relie comme ça, qui relie comme ça, qui relie comme ça, qui relie comme ça, et admettons qu'il relie comme ça. Voilà. Ça, du coup, c'est mes téléporteurs. Du coup, ça crée un réseau comme ça entre les différents trucs. Et ben, en fait, figurez-vous que un truc que je peux faire, c'est que
je peux par exemple, donc du coup là ils ont une distance entre chaque chunk, les téléporteurs. D'accord? Faut bien suivre. Là, les gens, là c'est le moment où il faut se concentrer. Par exemple, ici on va dire que ça coûte 4, ici on va dire que ça coûte 3, ici on va dire que ça coûte 2. Mais je peux aussi faire ça, je vais calculer un coût entre les téléporteurs au sein d'un même chunk. Donc, je vais calculer ici, ici et ici, que par exemple, ça va me coûter, je sais pas moi, 13. Souvent c'est plus long, hein, parce que c'est au sein d'un même chunk. On va avoir ici du 18, par exemple, je sais pas, et ici du 5. Et ça, les gens, bah en fait, c'est un réseau de téléporteurs. Du coup, je vais avoir chaque téléporteur qui va être représenté sur un point, et chaque lien entre chaque téléporteur que je connais, et je sais combien ça coûte. Que ça soit au sein d'un même chunk, ou entre deux chunks. Pour le coup, je sais combien de temps, enfin, je connais le coût que ça me prend de faire ces trucs-là. Et, donc je rappelle, c'est quoi le schéma de base? On a, du coup, plein de téléporteurs qui sont reliés entre eux, entre des chunks et au sein d'un même chunk. Et si je le schématise, ça ressemble à ça. Vous savez ce qu'on peut faire là-dessus? Si vous avez suivi, normalement, vous pouvez le comprendre. On peut faire un A-star. On peut faire un pathfinding. Tout simplement. Exactement. J'applique un A-star. Alors, pour le coup, pas un A-star, mais un Dijkstra. Parce que c'est plus logique vis-à-vis de comment ça fonctionne. J'applique un Dijkstra sur ce réseau-là pour savoir où je vais passer. Genre, par exemple, je pars de ce chunk qui est juste ici. Attendez, je vois une couleur que je ne dis pas encore. Je pars de ce chunk juste ici pour aller là-bas. Plutôt que d'avoir un chemin précis, je vais avoir un enchaînement de téléporteurs et de links. Par exemple, je sais qu'il faut que j'aille de ce TP-là à ce TP-là, à ce TP-là, à ce TP-là. Et du coup, ensuite, je vais voir en local pour faire des pathfinding locaux pour savoir comment passer d'un point A à un point B. Et donc, ce que ça me donne à la fin, c'est que mon IA, concrètement, quand elle veut aller de là à là-bas, ce qu'elle va avoir en tête, c'est comment aller de là à là. Et ensuite, c'est quoi l'enchaînement de téléporteurs, d'escaliers, d'échelles qu'elle doit emprunter pour arriver à l'autre bout du niveau. Et du coup, à chaque fois, elle va recalculer en local c'est quoi son chemin pour pouvoir faire le chemin final. Ce qui permet donc de donner à la fin cette merveille absolue, à savoir, là du coup je pars du premier chunk pour aller sur le dernier chunk, et voilà. En gros, j'applique un pathfinding à deux échelles, à une échelle locale et à une échelle globale. Et du coup là, en fait, ce qu'il sait faire concrètement, mon IA, c'est elle sait qu'elle doit partir de là, pour aller au prochain téléporteur, elle sait qu'elle doit faire schlac, 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 schlac. De ce téléporteur, elle sait qu'elle doit faire schlac, 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 schlac. Ici, elle sait qu'elle doit faire schlac, 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 schlac. Ici, elle fait schlac, schlac, schlac. Ici, elle fait schlac, 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 schlac. Et ici, elle fait schlac, schlac, schlac. Et paf, je peux me déplacer n'importe où. Je suis hyper fier de moi. J'ai tellement bloqué sur ce truc de merde. Les gens, il y a 2 ans, quand je développais ça encore en solo, je n'avais pas réussi à faire ça. J'ai eu un flash. Du coup, ça fonctionne dans la position d'arrivée que tu choisis le pathfinding dont tu as besoin. Exactement. Elle discrimine comment entre les deux téléporteurs d'un même réseau. Mais en fait, elle calcule le coût local entre chaque truc. Genre, par exemple, le coût entre ce téléporteur et ce téléporteur, il va être identique au même coût entre tous les téléporteurs. Par contre, le coût entre ce téléporteur et ce téléporteur, il va être défini par le chemin et la durée que doit prendre ce chemin, concrètement. Et du coup, tu peux faire une grille uniformisée. C'est ce que je vous expliquais, du coup, techniquement parlant, la schématisation de mes différents téléporteurs, elle est représentée comme ça. Et alors, autant du coup, des fois, tu vas avoir des... comment dire? Autant tu vas avoir parfois des coûts qui vont être gérés localement. Genre, par exemple, admettons qu'entre ce téléporteur-là et ce téléporteur-là, on est au sein d'un même chunk. Voilà, ces deux-là sont sur le même chunk. Ces deux-là sont sur le même chunk. Et ces trois-là... non, ça marchera pas, attendez. Ces deux-là sont sur le même chunk. Et ça, on s'en bat les couilles. Du coup, des fois, tu vas calculer un truc plus local. Des fois, tu vas calculer un truc plus global. Mais l'idée, c'est qu'à la fin, tu puisses les comparer sur un même niveau, quoi. De pouvoir uniformiser la valeur. C'est un truc que je fais en interne, ça, je vais pas vous expliquer dans le détail, ça sert à rien. Du coup, voilà où j'en suis. Question débile, mais je sais pas si c'est quoi concrètement un coût. Oui, c'est vrai que j'ai pas expliqué ça. En gros, concrètement, de base, le coût pour se déplacer d'une case à une autre, il coûte 1. Et le coût pour aller d'une case à un mur coûte infini. Ce qui fait que tu peux pas te déplacer sur un mur, mais tu peux te déplacer sur une case. Et ensuite, j'ai fait un système pour que certaines cases coûtent plus cher que d'autres.
C'est-à-dire que par exemple, à quoi ça sert concrètement? C'est ce qu'il expliquait JDG. C'est que tu veux qu'il y ait des endroits où ça coûte plus cher de se déplacer. Par exemple, admettons, j'ai un chemin qui est comme ça, avec de l'herbe. Si je dis à mon IA, va de là à là. Elle est pas conne l'IA, elle va dire ligne droite. Sauf que c'est chiant, c'est pas logique, tu vois. Genre, elle devrait pouvoir se déplacer en ligne droite, mais elle est censée marcher sur le chemin. Du coup, tu fais en sorte que le coût de déplacement dans l'herbe coûte super cher et que le coût de déplacement sur le chemin coûte que dalle. Et du coup, ton IA, plutôt que de passer en ligne droite, elle va être en mode ah non, par là c'est cher, c'est cher, c'est cher, et elle va faire le bon chemin, quoi, à la fin. C'est pour ça qu'on parle de coût. Et du coup, ça me permet de calculer, par exemple, dans l'exemple qu'il donnait tout à l'heure, si on reprend le schéma avec, je l'ai effacé, mais si on prend le schéma avec la tombe de Jean-Marie Le Pen, la boulangerie, l'épicerie, l'urinoir, le coût, ça va être le temps que tu mets à aller d'un point A à un point B. Genre par exemple, le coût entre toi et la boulangerie, c'est 3 minutes. Puis ensuite, ça va être 5 minutes, puis 2 minutes, puis 3 minutes. Et c'est des coûts de déplacement. C'est-à-dire que tu pars d'une valeur qui va te permettre de mesurer le coût de déplacement. C'est pour ça qu'on parle de coût. Et du coup, moi, ce que je fais dans mon truc un peu global, c'est que je rajoute je crée un coût uniformisé entre tous mes différents links pour avoir mon réseau de links sur lequel je peux appliquer mon algorithme qui me permet de me déplacer à travers toute ma map. Voilà comment ça marche un peu dans le détail, tout le monde. Un pathfinding pour ce genre de jeu. Voilà. J'ai fait au max pour être clair. Est-ce que vous avez des questions? Parce que du coup, voilà, j'en suis là. Pour le moment, c'est là où j'en suis. Donc, pour le moment, qu'est-ce qu'on a dans le jeu? On a des grilles. On a des grilles sur lesquelles on peut se déplacer, sur lesquelles on peut se téléporter, avec un système de streaming qui permettra d'optimiser vachement bien, et un système de pathfinding qui permettra plus tard à des IA de se déplacer. Différentes couleurs, c'est en fonction du coût des cases. Ouais, c'est ça. Concrètement, une case qui coûte 0, elle est bleue. Si jamais je dis que cette case-là, elle coûte 1, elle devient bleu clair. Si je dis que cette case-là, elle coûte 2, elle va passer en vert. Si je dis que cette case-là, elle coûte 3, jaune. Et 4, jaune plus foncé. Puis après, on peut aller encore plus loin avec 5, 6, 7, etc. 5, elle est orange. Donc c'est pour ça qu'il y a différentes couleurs. Et le rouge, ça veut dire mur. Et rose, ça veut dire téléporteur. Concrètement. En bleu, c'est pas encore configuré. Non, en bleu, ça veut juste dire que c'est du chemin neutre. Ça veut dire que c'est du chemin qui coûte le minimum. Ça veut juste dire ça, quoi. Ça veut dire que c'est du chemin qui coûte pas cher. Et merci pour le sub. Voilà en gros. Voilà en gros. Donc là, vous voyez que voilà, j'ai fait un peu des petits trucs à droite, à gauche. Voilà, je peux reset mon chemin. Donc voilà en gros comment ça marche. Et le coup peut évoluer, genre t'as des plateformes qui se déplacent. Oui, a priori, enfin, non, moi j'ai pas fait en sorte que le coût se change. Pour le coup, genre, tout est très fixe dans mon jeu. Une fois que le coût il a été calculé, il est stocké dans ce qu'on appelle des static data. Ça, c'est un truc où je pourrais revenir un petit peu en détail, mais concrètement, genre, merci pour le raid, mais concrètement, pour faire très simple, il y a deux types de data. Parce que je vous ai dit, du coup, tout ça, c'est réglé dans des listes, dans des grandes listes. En fait, il y a deux types de listes. Il y a les listes avec les données statiques et les listes avec les données qu'on appelle runtime. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les trucs qui vont changer. Donc, la liste statique, c'est une liste, elle est en lecture seule. Tu peux juste la regarder. Tu peux prendre des données, mais seulement la regarder. Alors que la liste runtime, donc qui sert en fait à faire les trucs dynamiques, tu peux la modifier. Donc par exemple, la position des murs est dans le statique, alors que la position des ennemis et du joueur est dans le runtime. Et c'est juste histoire de séparer les données en fonction des données qui changent, des données qui changent jamais. Plus à ça, tu peux rajouter, moi j'ai des données de debug et ce genre de trucs. Mais concrètement, c'est pour des raisons d'optimisation aussi qu'on fait ça. Pour optimiser la mémoire aussi, ouais exactement. Ça évite de... Ah, par exemple, des données qui sont en lecture seule, c'est vachement plus optimisé qu'une donnée que tu peux lire et écrire. Du coup, c'est quand même bien rare ça. La map avec la cascade et l'eau, c'était quoi du coup? C'était juste un prototype visuel. Et en fait, je vous ai dit, c'est un projet que j'ai ressuscité. Donc les cases que vous pouviez voir dans le prototype visuel, c'était juste... C'est l'ancien système. Je suis passé sur un nouveau système maintenant. Attendez, je peux vous montrer. C'était un vieux système qui marchait moins bien. En gros, j'avais fait un système de grilles à étages. Plutôt que de faire plein de grilles différentes. L'objectif de l'époque, c'est d'avoir une seule giga méga grille sur tout le level et de faire level par level
mais j'ai complètement changé de mentalité. C'est-à-dire que maintenant, je fonctionne vraiment avec plein de petits chunks. Oui, c'est en C++. Et non, c'est pas en C#. Le C#, c'est sur Unity. Il y a du C# en Unreal, mais qui sert juste à faire... Enfin, pas à faire le code en tant que tel. Genre là, dans ce système-là, vous voyez, c'est ça. J'avais mon ancien système de grilles qui fonctionnait pas du tout pareil. Où en gros, ça faisait des grilles avec des étages et la taille des étages était définie. C'est-à-dire que concrètement, toutes les cases que vous voyez là, c'était un seul et même chunk à l'époque. Et du coup, c'est mon ancien système et je suis complètement passé à un nouveau système. J'ai tout refait de zéro à partir de là, quoi, concrètement. Beaucoup plus proprement aussi. J'ai pas le progresser en programmation en fait entre il y a 2 ans et maintenant. Mais du coup, là pour le moment, ça c'est juste c'est juste un prototype visuel. Il faut rien voir de plus en termes de logique que de la pure visuelle. Voilà. C'est joli, j'aime bien. Ouais, je trouve l'ambiance, le mood est un peu sympa. Genre. Mes shaders fonctionnent bien. Même si j'en mettrai d'autres plus tard. Tout est balancé comme ça. Genre, ouais, tu vois, si j'enlève le shader, c'est beaucoup plus moche d'un coup. Hop, là on est dans Rust. Ça devient Rust. Ça devient Rust et c'est vraiment dégueulasse. Tout est hyper moche. Alors que, petit shaders. Et ici, petite gestion de la skysphere. Où je peux mettre la nuit, le jour par exemple. Ça, c'est moi qui ai fait ça. Genre les différents shaders, c'est tout de quand on est la nuit, le jour. C'est moi qui l'ai fait ce soleil, par exemple. J'en suis plutôt fier. Il est très menaçant. Tout un délire autour du soleil dans le jeu. Du coup, en fonction de la position du soleil, ça change le jour et la nuit, quoi, logique. Mais bon, ça j'ai déjà expliqué plus ou moins la dernière fois. Et du coup, normalement, là, vous comprenez où j'en suis dans toutes ces histoires. Et du coup, voilà, maintenant qu'on a expliqué tout ça, c'était le devlog. C'était le devlog fini, du coup, en termes de là où j'en suis maintenant. Et la suite, du coup, ça va être le système de combat, concrètement. C'est-à-dire que là, du coup, je suis en train de mettre en place le système de... Pas directement d'inventaire, parce que c'est pas directement un inventaire, le système d'équipement du joueur. C'est-à-dire qu'en fait, le joueur, il pourra avoir une arme à droite, une arme à gauche, et swap entre une arme et une arme de chaque côté. Et je veux que ces armes, elles fonctionnent avec une logique relativement similaire les unes avec les autres. Donc, du coup, je suis en train de faire ça. En ce moment-là, je suis en train de designer, j'ai pas encore commencé à coder. Je suis en train de designer à l'avance comment je vais m'y prendre pour faire tout ça. C'est comment est-ce que moi je fonctionne. C'est qu'en gros, genre, je définis d'abord ça va être quoi toutes mes classes. Je définis théoriquement ça va être quoi toutes mes variables, toutes les fonctions. Enfin, je réfléchis à tout à l'avance et ensuite je code à partir de ça. Et là, du coup, je suis en train de gérer ça, de designer. Ça va être quoi l'architecture des armes. Genre, par exemple, une grande question que je me suis posée il y a pas longtemps, c'était est-ce que les armes doivent avoir leur propre machine à état? En mode, l'arme est en train d'être levée, est en train de frapper, est en train de charger, ce genre de choses. Je me dis, tiens, bah, ça correspond un peu à des états quand même. Donc peut-être je devrais le faire en état. En fait, non. Je vais fonctionner autrement. Genre, ça va pas directement à des états, mes armes. Ça va plus être des trucs qui gèrent les commandes pour passer d'état dans le pawn. Enfin, j'expliquerai ça en détail, du coup, lorsque j'aurai fini de le faire. Mais c'est le genre de questions que je me pose. Du coup, je me mets à l'avance. Je suis en mode, vas-y, les armes, ça va être comment faire. Je réfléchis. J'en parle avec ChatGPT concrètement pour savoir un petit peu ce qu'il en pense. Et ensuite, j'établis des listes. Et concrètement, en termes de programmation à proprement parler, pour ceux qui savent programmer en C++, c'est un peu comme si j'écrivais mes hash à l'avance, quoi, concrètement. Genre, je réfléchis à quoi vont ressembler mes points hash grave à l'avance, avant même de m'y mettre. Et j'ai déjà une idée globale de à quoi ça va ressembler, concrètement. Ce qui m'aide derrière à faire de la programmation à partir de là, quoi, concrètement. Et c'est comme ça que je fonctionne. Du coup, le prochain devlog, a priori, je devrais pouvoir attaquer un machin et me faire attaquer par ce machin. Et pouvoir esquiver. Et je serai heureuse. Terriblement heureuse. Genre vraiment, je serais super contente. Voilà. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Bah moi, c'est comme ça que je fais, écoute. Hein. Tu ferais comment, toi? Toi qui es senior en C++, tiens, dis-moi ce que je devrais faire. Parce que jusqu'à là, ça marche quand même pas mal, hein. En tout cas, voilà, moi je réfléchis beaucoup en amont, avant de me lancer dans le code en tant que tel. Bon, ça m'empêche pas de rajouter la moitié des trucs en cours de route, hein. Genre, commence par proto sans réfléchir. Mais ce que tu réalises pas, c'est que ça, c'est mon 3e prototype, hein. Genre, non, moi Et puis pareil, genre, ma philosophie, c'est vraiment d'économiser au maximum mes forces. Du coup, pour économiser ses forces, bah, il faut réfléchir un peu avant de se lancer, quoi. Parce que t'as pas envie de faire un truc qui sert à rien et de jeter du code. J'ai très peu de temps et d'énergie à allouer à ce projet, quoi, donc je fais vraiment bellec. Et en tout cas, c'est la vision qui me correspond le plus pour le moment. Donc je vais continuer un peu comme ça. Sachant que j'ai déjà fait ce que tu dis et que ça m'a un peu fait partir dans tous les sens. Avec mon cerveau de TDAH, là.
Si je commence à proto sans réfléchir, je vais juste tunnel, des trucs de con. Non, moi j'ai vraiment besoin d'avoir un plan de route et de savoir ce que je vais faire à peu près. D'autant plus que je code pas mal avec Copilot et que du coup Copilot il aime bien quand c'est un peu carré déjà à la base. Enfin bref, voilà, c'était la partie technique. Désolé, c'était un peu le premier, comment dire, c'était un peu voilà la première introduction à un aspect disons plus technique. Je vais essayer d'alterner quand même technique et truc plus de design parce que je pense que si j'enchaîne que des capsules sur la technique, vous avez plus rien à avoir à foutre au bout d'un moment, ça va pas être très intéressant. D'autant plus que je vais pas être aussi technique à chaque fois. Je vais pas rentrer dans les détails, du détail à chaque fois de comment ça fonctionne techniquement, quoi. C'est pas intéressant. Je vais plus parler de ce genre de choses, quoi. Même si, bon, là, je vais avancer dans le combat. Donc peut-être la prochaine fois, je vais faire un truc sur le système de combat, le game design. Parce que le truc que j'ai pas encore fait sur ce projet, c'est un GDD. Vous savez, c'est quoi un GDD? Ça s'appelle un Game Design Document. C'est le document de référence qui te sert à avoir une guidelines de ce que tu vas faire. Normalement, c'est surtout pour les équipes. Mais vu que moi, je fais un projet avec vous et tout, etc., je pense que ça peut être sympa d'avoir quand même un début de GDD, ou du moins un équivalent GDD, pour que, en gros, les concepts de design que je veux mettre en place soient écrits noir sur blanc quelque part. C'est quand même super important. Donc je pense que la prochaine fois, on va faire ça. Et je vais vous expliquer du coup ce que j'ai en tête pour le système de combat, en gros. Voilà, voilà. Du coup, c'est tout pour la capsule, la partie technique. Et puis, voilà, je sais que j'ai perdu plein de gens. Oh, on est encore 142. Clean de fou de réussir à garder l'attention de 142 personnes sur un sujet pareil. Hein. Franchement, merci le chat. Hein. Merci mon audience d'être autant concentré sur ce genre de truc. Alors, je sais que ça vous fait trop plaisir de savoir comment ça fonctionne un petit peu les jeux vidéo auxquels vous nerdez depuis que vous êtes petit. Mais quand même, ça fait super plaisir, je tiens à le dire. D'ailleurs, YouTube, si vous êtes encore en train de regarder la capsule à ce moment-là, je vous remercie également. Et j'espère que si jamais vous avez des gens que ça intéresse, ce genre de truc, n'hésitez surtout pas à partager la capsule, à m'envoyer de la force, le like, le commentaire qui va bien. Donner de l'oseille aussi sur Tipeee pour Troublante Acide pour que je puisse payer les artistes un jour ou l'autre pour avancer sur ce projet. Parce que pour le moment, je paye tout de ma poche. Même si je paye rien parce que je paye encore personne, mais encore une fois je vais pas rester là-dessus toute seule éternellement, c'est hors de question. Mais en gros voilà mon petit projet perso qui avance d'étape en étape. J'espère que ça vous plaît, comme petite quête secondaire, Allez, gros bisous YouTube, nous on va faire le tout premier DJ set officiel de Troublante Acide. Voilà, je vais m'entraîner. Alors c'est pas le record officiel. Le record officiel, je le ferai quand je me sentirai prête. Mais le DJ set est terminé, donc n'hésite pas à passer en stream si ça t'intéresse. Ça va te péter ton crâne. Quand même, hein. Voilà, là il est 22h42, c'est la bonne heure pour faire ça. Je vais faire quasiment 2 heures de mix. Ça va être super. Tout le monde va adorer. N'hésite pas à passer. Voilà, je mixe des remixes techno de rap. Ça s'appelle de la frappe-core, mais pas que. Je remixe d'autres trucs aussi. Allez, Kiss YouTube et viens nous voir là. Watching clouds, I be pulling in the solo. She bad, yeah. Let me get your number. Ever since I can remember, I've been bumping.